de resocialisation et de réinsertion des mineurs en difficulté avec la loi se poursuit. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendu ce vendredi dans des lieux d'apprentissage. La principale coalition de l'opposition au Togo dénonce une réforme inacceptable après la révision de la Constitution. Les députés togolais se sont prononcés mercredi soir en faveur d'une limitation du nombre des mandats présidentiels. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visite des mineurs en difficulté avec la loi. Ramata Ali Bakayoko s'est rendu dans quelques lieux d'apprentissage des bénéficiaires. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de resocialisation et de réinsertion de ces enfants. Dangui Dangui. Koné est aujourd'hui électricien automobile, en stage chez un maître artisan à Nananiré dans la commune de Yopougon. Mineur en difficulté avec la loi il y a quelques mois, il est sorti du centre de resocialisation de Mbayakro, décidé à réussir sa vie. Mais ça laisse plus que quand il finit le stage, avant qu'ils sont venus m'installer ici, j'ai commencé à courir de mes deux mains un peu. Jusqu'à moi, je n'ai plus passé mon permis pour dire. Il gagne la nourriture dedans, il mange un peu dedans. Même si on ne me donne pas l'argent, moi-même j'arrive à me nourrir un peu. Un peu plus loin, toujours à Yopougon, un autre ancien pensionnaire du centre de resocialisation de Bayakro a tourné la page de la délinquance. Il mise désormais sur la mécanique pour réaliser son rêve. Mon rêve, c'est de réussir dans la mécanique et d'aider les gens, les autres. Aussi comme moi, je suis là à apprendre à m'aider. Donc si je connais, j'aimerais aider aussi mes petits frères ou bien mes frères qui vont venir me voir. La plupart de ces enfants en conflit avec la loi sortent avec de meilleures dispositions. C'est le cas de Zondagoué, selon son maître artisan. Il est beaucoup courageux, c'est ça qui est important. Parce que quand tu es courageux, puis il aime aussi son métier. Parce que quand tu aimes, tu es courageux, c'est plus facile que tu comprends. Voilà, donc vraiment je l'encourage et c'est son courage qui paye. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a visité quelques lieux d'apprentissage de certains ex-mineurs en difficulté avec la loi, bénéficiaires du projet de réinsertion. Le professeur Bakayoko Liramata se dit satisfaite. Nous avons vu des enfants qui ont reconnu qu'ils avaient pris la mauvaise voie, qu'ils étaient allés dans la rue, mais qui, de par leur volonté même, qui ont accepté d'aller au centre de resocialisation de Bayakro. Ils ont fait 6 mois, ils peuvent ne pas rester. Ils sont restés, puis ils ont accepté de venir chez les maîtres artisans. Et partout, on nous a dit que les enfants sont des génies créateurs. Sur les 521 bénéficiaires présents dans le dispositif fin juin 2018, 346 sont toujours en activité, dont 25 à l'école, 11 à leur propre compte et 310 en apprentissage chez les maîtres artisans. 175 bénéficiaires sont sortis du dispositif pour diverses raisons. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a signé mercredi dernier un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ainsi que l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Une démarche qui se situe dans le cadre des activités de sa fondation. Selon l'ex-buteur des éléphants de Côte d'Ivoire, ce projet vise à sensibiliser l'Afrique à la nécessité de faire de l'alphabétisation une priorité. Didier Nguesson. Alphabétiser 5 millions de personnes en 3 ans en Afrique et créer 13 millions d'emplois directs. Ce sont entre autres les objectifs du projet Kalan, une initiative lancée par la Fondation Didier Drogba en partenariat avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le partenariat conclu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise à promouvoir l'alphabétisation numérique. Aujourd'hui, le numérique est à l'heure. Tout le monde a accès à un portable. Donc, et très peu de gens lisent. C'est une méthode qui permet de toucher un plus grand nombre de populations, que ce soit dans les zones rurales, dans les grandes villes. Et c'est un programme simple où d'habitude on met à peu près 1 an et quelques mois pour être alphabétisé. Et là, en 4 mois plus précisément, on peut être alphabétisé. Selon une étude de l'UNESCO réalisée en 2014, le taux d'alphabétisation dans le monde est de 40% pour les hommes et 60% pour les femmes, la plupart vivant en zone rurale. Nous avons 43% de la population analphabète dans notre pays,
Ce sont des hommes et des femmes qui apportent déjà beaucoup, mais qui auraient pu apporter davantage à la construction de notre beau pays si ces personnes, justement, avaient des connaissances et des compétences. Les apprenants pourront lire, écrire et compter sur un smartphone sans connexion Internet grâce à la méthode AMBC. Le plan d'action du gouvernement pour réinstaller les personnes affectées par le projet de construction du 4e pont suit son cours. Face à la presse, le directeur général de l'AGEROUTE a fait le point des indemnisations avant de se prononcer sur l'état d'avancement du projet. Les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan ont été lancés le 30 juillet dernier. C'est une importante infrastructure qui va désengorger le trafic en direction de Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan avec plus d'1 million d'habitants. Clément Boko. Des populations affectées par le projet de construction du 4e pont d'Abidjan mécontentes. Elles ont fait irruption au cours de la conférence de presse du directeur général de l'AGEROUTE pour se faire entendre. Il y a 14 familles résidents qui ont refusé de signer parce que les montants qu'on leur propose ne répondent pas à leurs besoins. Ce montant est dérisoire. Le gouvernement gère ce dossier avec toute la rigueur et nous qui sommes en charge de gérer ce dossier avec vous, nous sommes en train d'aller étape par étape pour que vous puissiez chacun être satisfait de cette opération. Dans ce processus que nous faisons, partout, il peut y avoir des omissions, il peut y avoir des défaillances. C'est pour cela qu'il est prévu de mettre en place des comités de gestion des plaintes. Ces comités existent, il y en a à Yopougon, il y en a à Yamé, il y en a à Tekoubé. Et normalement, lorsque vous venez, que vous ne voyez pas votre nom, ou bien vous allez pour négocier, on vous dit qu'on ne vous voit pas, vous allez déjà auprès de ces comités pour vous faire enregistrer. Et le processus de vérification se met en place pour que, si vous êtes vraiment une personne impactée, vos droits soient rétablis. Les responsables en charge du projet de construction du 4e pont ont profité de l'occasion pour expliquer le processus d'indemnisation. Nous avons 3 types d'indemnisation. Nous indemnisons le bâtiment et c'est pratiquement la valeur en neuf du bâtiment que nous payons. Le deuxième aspect, c'est la perte de loyer, disons une perte de revenus. Donc sur cette base-là, nous indemnisons effectivement 4 mois de revenus. Et puis, toujours concernant cette première catégorie, il y a la perte de terrain. Si votre terrain est régulièrement acquis sur des zones qui doivent être constructives, en ce moment, votre terrain est pris en compte. Pour recaser ces populations, l'État a identifié 41 hectares dans les zones d'Anyama et de Songon où des maisons seront construites pour les propriétaires résidents de bâtisses. Concernant les paiements, sur les 9 922 ménages identifiés, 7 216 font l'objet d'autorisation de paiement et 3 385 ont déjà été indemnisés. Montant 2 721 226 000 francs CFA, soit 47% des ménages concernés. Les indemnisations sont financées par l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de plus de 20 milliards de francs CFA. Le 4e pont va relier les communes de Yopougon à celles du plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. Cet ouvrage fera 4,5 km et comportera une chaussée bidirectionnelle de 6 voies au niveau du pont principal de la baie du Banco. Direction Korogo pour parler religion. Les portes du centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha est un patrimoine de l'archidiocèse de Korogo, ont été ouvertes au grand public. Construit dans les années 74, ce centre destiné au recueillement spirituel vient d'être rénové et a connu la réalisation d'un projet d'élevage. Des panels et concerts de chantres ont meublé ces journées portes ouvertes. Soro Corona. Construit dans les années 1974, le centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha est un lieu de recueillement et de ressourcement spirituel et de pèlerinage. Ce patrimoine de l'archidiocèse de Korogo a connu un passage à vide avec les bâtiments qui sont tombés en ruine. Depuis 2 ans, le centre connaît une série d'activités de rénovation par la nouvelle équipe dirigeante. Pour montrer son nouveau visage plus gai et accueillant,
Des journées portes ouvertes ont été organisées au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Attaha. C'est une renaissance. Déjà à l'entrée, je vois que les bâtiments qui étaient délabrés sont devenus de très beaux bâtiments, en particulier la chapelle qui a été rénovée. Le sous-préfet de l'Attaha s'est engagé à travailler aux côtés des responsables afin de faire de ce centre un site touristique et de recueillement religieux. Prendre, en tout cas à mon niveau, toutes les initiatives qui pourraient les aider à atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés pour permettre au centre d'être ce qu'il était par le passé. Les participants saluent les efforts consentis pour redonner vie au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Attaha. Pour des lieux de retraite, vraiment je conseille à des personnes de venir sur ce site Notre-Dame du Rosaire de l'Attaha. Des panels ont meublé le programme de ces journées. Pour rendre le centre autonome, un programme d'élevage est désormais mis en place. Un concert des chantres Boniface et Guy Christ Israël ont tenu en haleine tous les chrétiens qui ont effectué le déplacement de l'Attaha. Ailleurs, les députés togolais ont voté mercredi 8 mai une révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter aux 2 prochains scrutins en 2020 et 2025. La principale coalition de l'opposition au Togo dénonce, je cite, une réforme inacceptable. Pagasso reconnaît. Au Togo, désormais le président sera élu pour 5 ans et pourra renouveler une fois son mandat. Problème pour l'opposition. Cette révision remet les compteurs à zéro et permet donc au président Faure Gnassingbé, en poste depuis 2005, d'envisager de rester au pouvoir jusqu'en 2030. La coordinatrice de la plateforme C14, Brigitte Adjamabou Johnson, dénonce une réforme inacceptable et promet de poursuivre la lutte pour l'alternance démocratique. L'opposante n'écarte pas d'appeler à de nouvelles manifestations. Le texte adopté mercredi fixe par ailleurs à 6 ans la durée des mandats des députés contre 5 ans actuellement. La réforme constitutionnelle a été approuvée lors d'un vote à bulletin secret par les 90 députés présents sur 91, dont les 2 tiers appartiennent au parti au pouvoir, la principale coalition de l'opposition ayant boycotté les législatives de décembre. Au Togo, un projet de révision constitutionnelle est adopté s'il est voté à la majorité des 4/5, soit 73 députés. Selon le nouveau texte, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Les forces spéciales françaises ont libéré 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne, lors d'une intervention dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle 2 militaires français ont été tués. Ces 2 militaires tués, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, étaient 2 sous-officiers des prestigieux commandos marines, unité d'élite de la marine française. Une cérémonie d'hommage national leur sera rendue aux Invalides en début de semaine, précisément mardi prochain, en présence du président français Emmanuel Macron. Plus loin, Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique entre 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai lors d'une audience devant la CPI. Ami Koulibaly. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale, soit plus de 44 milliards de francs CFA. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. Après son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai lors d'une audience devant la CPI. Jean-Pierre Bemba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison
Il se dit victime d'une erreur judiciaire, ce que conteste le procureur. À cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs États de geler ses biens et saisir ses avoirs. Villa de luxe et Boeing 737 à Faro au Portugal, compte en banque dont certains offshore et 6 avions en RDC de sa propre compagnie aérienne. Son avocat accuse la Cour de négligence. À l'audience, l'un des greffiers a contesté et affirmé que de nombreux biens étaient déjà hors d'usage avant même son arrestation. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour dont les ordonnances de saisie n'ont toujours pas été levées. Mais sur ce point, la Cour et les États qui ont procédé aux saisies se renvoient la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage, réponse des juges dans les prochaines semaines. Le gourou et chef sécessionniste congolais Nemwanda Nsemi a été arrêté peu après sa réapparition publique et placé en détention dans la nuit de jeudi à vendredi dans la prison de Kinshasa. Ancien député, chef du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala, Nemwanda Nsemi s'était échappé de la prison de Makala en mai 2017 à la faveur d'une attaque qui a conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus. Il était réapparu aux yeux de tous en début de semaine à la télévision publique. Le ministre de l'Intérieur avait alors promis de le reconduire en prison. Le mouvement Bundu Dia Mayala prône une scission du Congo central, province de l'ouest de la République démocratique du Congo. Il était accusé par les autorités du régime de l'ex-président Joseph Kabila d'avoir mené une série d'attaques meurtrières contre des symboles de l'État entre fin 2016 et début 2017. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Je vous retrouve demain.